Bonsoir, bonjour Margot. Bonjour Gaëlle et bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui, de participer à ce super sommet dont j'ai moi-même aussi hâte de découvrir les autres conférences, ça a l'air génial. Eh ben super, merci en tout cas d'être là avec nous parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet peut-être tabou parmi les tabous. En tout cas, c'est vrai qu'on a abordé beaucoup de sujets tabous sur ce sommet, mais voilà, celui-ci en fait partie. On va parler de libido qui se carapate. Mais qui peut revenir, parce que dans le titre il y a marqué l'aller sans retour de la libido, mais souvent c'est ce qu'on se dit que C'est ce c'est qu'on sans pense. retour. Mais on va voir qu'elle peut tout à fait revenir et encore mieux. Et d'ailleurs souvent les couples viennent me voir en me disant: «Ah on aimerait bien retrouver comment c'était au début» et je leur dis: «Non, non, on va pas revenir à comment c'était au début, on va créer mieux». Waouh, et ça c'est de la promesse, hein. Je pense que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin. Non, c'est top. Effectivement, le titre qu'on avait choisi, l'aller sans retour, c'est parce que c'est souvent la sensation qu'on a et Ouais, parfois cette sensation d'être complètement isolé, avec cette durée, avec le fait que ça dure. ouais. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, il y a des ups et des downs de libido et cetera, puis on les gère et tout et puis il y a un moment, on va s'en parler, pourquoi, qu'est-ce qui se passe et cetera, mais il y a un moment où souvent il y a comme un truc qui glisse et c'est compliqué de renouer avec et c'est pour ça qu'on avait mis ce titre-là en disant: «Bah, si c'est votre cas, venez nous écouter parce que Margot a des choses à vous dire». C'est bien ça l'esprit. Alors Margot, présente-toi peut-être quelques instants pour nous dire d'où tu nous parles et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu nous parles de ce sujet? Complètement. Alors moi je suis sexothérapeute, je reçois des couples et des célibataires depuis 8 ans à peu près et mon approche c'est vraiment de reconnecter avec le corps. C'est idéalement quand quelqu'un sort d'une séance avec moi ou d'une formation ou d'une aujourd'hui mon intention c'est de vous ressortir en disant: «Ah OK, je peux respirer, ça a du sens». C'est un peu ce moment de: «Ah mon Dieu j'ai compris» et de lever tous les espèces de carcans, les injonctions, les trucs où on essaye de se conformer à un certain moule et ça nous fait pas du bien et tout à l'heure tu disais la sexualité c'est tabou, la libido c'est tabou et je pense que dans la sexualité quand il y a quelque chose qui va pas, c'est pas juste: «Ah bah ça va pas». Ça vient nous faire mal au cœur en fait. C'est vraiment, ça nous pèse à l'intérieur, ça abîme notre estime de nous, notre sentiment d'être aimé, d'être rejoint, d'être connecté. Et donc pour moi, la sexualité, c'est tous ces sujets-là en fait. C'est comment est-ce qu'on se rejoint? Comment est-ce qu'on se sent aimé? Comment est-ce qu'on se sent aimé? Comment est-ce qu'on se sent présent? Et c'est vraiment sortir d'une approche un peu médicalisée de la sexualité, qui est vraiment au final, plutôt pour partir dans l'écoute du corps, dans l'écoute du ressenti et dans quelque chose de doux parce que c'est pas toujours tendre la manière dont on fait l'amour. Donc voilà, moi c'est tout ça. Je suis aussi l'autrice du livre, Sexpérience, les réponses aux questions des ados, que j'ai coécrit avec ma mère Isabelle Fillosa et j'interviens depuis 3 ans aussi dans des collèges et des lycées en éducation sexuelle et affective. Mais sinon je travaille principalement avec des adultes. En fait maintenant je peux plus dire ça, je fais vraiment les 2. Et C'est oui, parce aussi que tu étais l'idée de intervenue sur le sommet ouais, Puberté aussi et j'ai ça va apporter intervenu. énormément de réponses. Mmh. Ouais, ce qui est fou, c'est que même aujourd'hui, 1 an plus tard, j'ai encore des gens qui me disent: «Ah, je viens de regarder Sommet, c'était génial» et ouais, Bah, c'est merci en bien tout cas chouette. d'être intervenue, merci de revenir aujourd'hui. C'est vrai que tu as parlé de médicalisation, mais moi j'entends les 2 choses. Il y a effectivement les personnes qui tentent de médicaliser et puis il y a celles qui abandonnent. Tu sais comme, bon bah tant pis, je veux plus y penser, ça fait tellement mal que je veux plus y penser quoi et Ouais, complètement. alors quelle est la source de ça? Moi le mot qui me vient, on en avait parlé en préparant cette interview, c'est le mot désir, tu vois? Mais voilà. Ouais. Est-ce que c'est ça la source? Bah, déjà, j'ai juste envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, sur ce fait d'abandonner. Je pense que c'est même pas conscient, mais j'ai énormément de femmes qui viennent me voir en me disant: «Mais en fait, moi je le fais pour lui faire plaisir, mais moi j'en ressens pas le besoin». Oui. C'est-à-dire que c'est plus que juste on abandonne, c'est vraiment, bah, notre corps se dit: «Mais enfin, moi je vivrais très bien sans en fait». Et c'est un truc surtout qui se retrouve chez les femmes, ça arrive à certains hommes aussi, mais chez les femmes, il y a un peu ce côté où, bah, si ça nous va pas, si on n'a pas découvert une sexualité qui est vraiment riche, qui est vraiment nourrissante, notre corps au final se dit: «Mais en fait, pourquoi? Quel est l'intérêt?» Et au final, vraiment, on n'en ressent plus le besoin, plus le désir. Hem Et du coup, on rentre dans des dynamiques où on fait pour l'autre, où on se force et que ça abîme. Enfin bref, on va parler justement de tout ça. Hem et du coup, ça nous amène à la question du désir. Donc la libido, c'est ça au final, c'est j'ai cette impulsion, j'ai ce désir à faire l'amour, à avoir des rapports sexuels. Enfin, du moins, ça, c'est la définition communément acceptée du désir que je trouve hyper réductrice en fait, parce que le désir désirer, c'est quoi déjà? Désirer, c'est anticiper du plaisir. C'est intéressant de se poser avec ça, merci pour le silence. Désirer, c'est Ouais. anticiper du plaisir. Parce que si j'aime pas le café, que je trouve ça amer et que ça me fait des palpitations et enfin, pendant longtemps, j'ai détesté le café. Ça fait que 1 an à peu près que j'aime le café, ça a changé. Pendant longtemps, je trouvais ça abject, j'avais même pas envie d'embrasser mon partenaire s'il avait bu du café juste après, je trouvais ça horrible. Du coup, comme je n'aimais pas le café, je me levais pas le matin en me disant: «Ah, je vais faire mon petit café». C'est un super exemple, ça me Mmh, parle beaucoup, ouais. Mmh. mais ouais, c'est pareil pour la sexualité, en fait. Et maintenant, j'ai découvert que j'aimais le café. J'ai appris à aimer le café, voilà, c'est tout un autre parcours que je vais pas décrire. Mais maintenant, quand je me lève, je me dis: «Ah, je vais me faire mon petit café avec mon petit lait végétal et un petit peu de xylitol», hem et des glaçons, ça va être top. Mais c'est pareil dans la sexualité. C'est-à-dire si on anticipe que la sexualité, c'est des efforts, ça va potentiellement faire mal, ça va potentiellement être désagréable. On va potentiellement avoir à se forcer un peu pour que l'autre ait du plaisir et un orgasme, qu'on se sente soulagé de la tâche, de donner du plaisir. Si on a peur, de pas lubrifier, si on a peur de pas avoir d'érection, si on a peur de pas avoir d'orgasme, si on anticipe quelque chose de négatif, mais en fait, c'est juste normal que le désir, il soit pas au rendez-vous. C'est notre corps va pas s'émoustiller pour un truc qui, en fait, nous prend la tête. Donc déjà, toutes les questions autour de la libido, pour moi, ça commence là. Ça commence à: «Est-ce que j'ai un plaisir fou à faire l'amour?» Et si la réponse à cette question-là, c'est pas un oui, inéquivoque et sans question, bah, c'est par là qu'on commence en fait. Avant de se poser la question de: «Est-ce que j'ai un problème d'hormones? Est-ce que c'est la ménopause? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que j'ai besoin de faire une rééducation périnnéale?» Tout ça, on va aussi en parler, mais la première vraie question, c'est: «Est-ce que j'ai du plaisir à faire l'amour? Est-ce que je me sens respectée? Ou est-ce que je me sens objet aux yeux de l'autre? Est-ce que je me sens désirée, désirante? Est-ce que j'ai du plaisir? Est-ce que c'est libre? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est bon?» Tu voulais dire quelque chose? Ouais, non, bah, je voulais rebondir là-dessus, ce que tu disais, est-ce que je me sens désirée? Est-ce que, c'est souvent complexe, c'est-à-dire qu'en fait, tu dis si c'est pas un oui univoque, c'est qu'il y a quelque chose, parce que c'est peut-être pas non plus un non univoque, tu vois? C'est peut-être pas un bah, non, je me sens un objet, je me sens nul, je me sens pas enfin, tu vois? Il y a Mmh. peut-être cette espèce d'entre-deux qui fait qu'on est peut-être juste en dessous de la ligne de flottaison, tu vois? Ah, c'est certain et c'est jamais blanc ou noir. Moi, c'était juste pour poser cette question de, en fait, si on n'a plus de désir, c'est la première question à se poser et si c'est pas oui complètement, du coup, on vient poser des questions et réfléchir et observer pour voir, en fait, où est-ce qu'on est sur ce spectre de non et ou de ah oui! Où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Ça, c'est la première question. Mais bien sûr que c'est pas juste oui ou non et d'ailleurs, hier soir, je parlais à un couple et il me disait que dès qu'il lui fait une proposition, elle dit non et mon invitation pour lui, c'était de dire: «OK, mais en fait, elle dit non à cette proposition. Quand elle dit non, tu peux lui demander, mais en fait, de quoi est-ce que tu as envie?» Parce qu'on a toujours envie de quelque chose. On a toujours envie de quelque chose. Ça n'existe pas ne pas avoir envie. Par contre, on n'a probablement pas envie. Moi, je dis toujours que
quand quelqu'un a l'impression de pas aimer la sexualité ou de pas avoir de désir, c'est probablement qu'il ou elle n'aime pas ce qui est proposé au menu. Ça veut pas dire qu'elle aime pas manger et J'aime beaucoup. tu bien Ah ma non, mais ouais, métaphore? j'adore parce que c'est tellement parlant et d'un seul coup on se dit: «Ouais!» Bon, on va explorer la suite, mais ouais, carrément, enfin, ça me parle. Ouais. L'idée qu'effectivement le menu me convienne pas, mais ce menu, il est presque, je vais y aller droit avec les pensées, il est presque sociétal. Enfin, Ah, c'est pas que presque, c'est certain qu'il est d'accord, sociétal. OK. Parce que j'ai l'impression qu'il y a le menu, il est un peu imposé, tu vois? Je me sens dans un état dictatorial sur le sujet. En tout cas, c'est l'impression que j'ai quand je Ah mais pense aux c'est échanges qu'on c'est a entre femmes, certain. tu vois? C'est certain, c'est le script, c'est on s'embrasse, on se déshabille, on se touche, préliminaire. Je déteste ce mot préliminaire d'ailleurs, qui veut dire quelque chose de moins important, qui prépare et précède à quelque chose de plus important. Mais quelle aberration qu'une fellation, qu'un cunnilingus, que toucher un sein, que s'embrasser, ça serait moins important que quoi que ce soit d'autre et ça serait pas un acte sexuel à part entière. Bref, c'est un autre sujet si tu veux, on fait tout un sommet là-dessus tellement il y a de choses à dire. Hem, mais voilà, donc voilà, on a préliminaire, et puis on a pénétration, et puis on a orgasme, et après c'est fin et sieste. Enfin, Et si tu orgasme, pas toujours déroges les au 2, mais menu ouais, orgasme au minima masculin dans voilà. dans une sexualité hétéronormative stéréotypée. C'est souvent comme ça en fait. Mmh. Mais même quand on est petit, on nous dit: «Mais finis ton assiette avant de passer au dessert». Enfin, il y a ce truc où en fait, on nous enseigne à mais en fait, si tu as pas envie de manger toute une assiette et que tu as envie de juste un peu ou de ci ou de ça, dans la sexualité, il y a pas le droit. Et du coup, on rentre dans un espèce de truc où on se sent obligé. Souvent quand je parle à des femmes, je leur demande si elles aussi se sentent, obligées de suivre la règle, jamais prononcée, mais la règle qui dit: «Si tu touches un pénis, tu dois le faire jouir». Oh putain, pardon, c'est sorti. Bah, c'est ça la réaction, hein. J'ai sorti tout ça, mais quand je voilà, ça sort comme ça Ouais, parce que cette règle, je ne l'ai jamais entendue verbalisée, mais je l'ai tellement intégrée, ouais, tellement. ouais. Et du coup, quand on fonctionne à partir de cette règle-là, bah, on est dans l'obligation. Et si on est dans l'obligation, on peut plus être dans le désir. Bon, alors vous le voyez, c'est très Ouais, bien je vois chez cette moi. rumination. Ouais, parce que ça m'embête, j'ai pas envie d'être, j'ai pas envie de jurer, mais quelque part à l'intérieur de moi, ça me crée une colère énorme d'entendre ce que tu dis. Ouais, ouais, On va j'entends continuer ça. cette intervention. Mais c'est beau en même temps de t'autoriser cette vulnérabilité parce que je pense qu'il y a tellement de femmes qui regardent cette intervention et qui vont avoir la même réaction que toi. Et donc merci d'autoriser ces larmes et d'autoriser cette magnifique vulnérabilité parce que ça montre à quel point ça nous touche. Et moi aussi, pendant des années, je suivais cette règle-là aussi et je savais pas faire autrement. Mmh. Et ça pèse vraiment à l'intérieur, en fait. Ouais, mais comme tu dis, c'est une règle tacite, ça veut aussi dire que souvent, la personne en face l'a aussi intégrée. Ouais, Donc c'est peut-être ça aussi la complexité, c'est quoi le dialogue autour de ça, tu ouais. vois? Alors, il y a les 2. Il y a les 2, mais je vais commencer par la femme parce qu'on est même presque plus intégré que les hommes. Moi, ça m'arrive très, très souvent de recevoir, des couples et quand on aborde cette question-là, qu'on aborde toujours, parce que je sais qu'il y a toujours un couac là-dedans, ou du moins ceux qui n'ont pas de couac là-dedans, c'est ceux qui ont déjà fait un travail de développement personnel autour de la sexualité, ou qui s si enfin, du moins dans mon expérience, j'ai vu que ça et ça arrive très souvent que j'ai un homme qui dise: «Non, mais moi, je veux pas que tu te forces» et qu'il le dise devant moi, mais qu'il le dise aussi dans le couple et elle, je me souviens d'un échange qui m'avait bouleversée avec une femme qui me disait, mais lui me dit de ne pas me forcer. Lui, il me dit qu'il y a pas besoin de jouer à chaque fois, lui, il me dit que c'est OK. Mais moi, je n'arrive pas à arrêter et je préfère serrer les dents plutôt que de le frustrer, même s'il dit que c'est OK. Et c'est quoi ça, selon toi? On porte comme des mémoires de, si on le frustre, il va partir ailleurs ou quelque chose comme Ouais, ça? C'est ces pensées-là c'est qui me ça. viennent spontanément, je les ai pas forcément dans mon quotidien, tu vois? C'est pas Ouais, quelque chose si on de le là, frustre, je il va mais partir c'est ce qui ailleurs te passe dans la tête quand tu es en train de parler de ça. et il y a aussi la dynamique de, si la sexualité devient un objet d'obligation, qu'on fait pour faire plaisir à l'autre, ça veut dire que je le fais pas pour moi, je le fais pour lui et du coup, si je le fais pour lui et que j'y prends pas tant de plaisir que ça, autant, aller jusqu'au bout pour pas avoir à passer à la casserole à nouveau trop rapide. OK, ouais, ça me parle aussi, je comprends. Le fait que quelque part, c'est un peu l'image, bon, bah, une fois qu'il aura éjaculé, il va s'endormir, donc moi je vais être tranquille. C'est un C'est peu ça. ça l'idée, enfin je suis désolée, là je fais une grosse caricature, je Non, mais sais, c'est hein, ça, en mais il y a fait. quelque chose de C'est cet ça. ordre-là, ouais. C'est ça, tu sais, je vais être tranquille ce soir et j'ai peut-être 2-3 jours de répit avant qu'il revienne à la charge d'une certaine manière et c'est des termes forts que j'utilise, mais pour beaucoup, de femmes et de certains hommes aussi, mais c'est vraiment un conditionnement que j'observe chez les femmes. Il y a ce côté où ça revient à ce que je disais tout à l'heure, elles n'en ressentent pas le désir parce qu'on est coupé de quelque chose et puis à partir du premier instant où on fait quelque chose pour faire plaisir à l'autre, on le fait pas à partir de notre désir. Donc ça veut dire que notre désir, nos besoins, on leur dit: «Bye bye, mettez-vous de côté, je vais pas vous écouter, je vais faire pour lui» et après on s'étonne que nous, on n'a plus de désir à faire l'amour. Et on peut pas désirer le plaisir de l'autre, parce que c'est quelque chose que j'entends souvent, donc j'aimerais bien qu'on le Alors pose un peu ici, tu vois? ouais, complètement. Si, bien sûr. Bien sûr qu'on peut désirer le plaisir de l'autre, mais c'est un désir un peu intellectuel. C'est pas un désir qui vient du corps. Hem et il y a une subtilité à ça. Moi, ce que j'enseigne, pour sortir du mode commerce où, du coup, on est dans l'obligation tue le désir, c'est de faire pour son propre plaisir. OK. Dès lors qu'on C'est-à-dire reviendra à son propre plaisir, on va sortir de ce ouais mode-là. Mmh. et on peut faire une fellation pour soi-même. Mmh. C'est-à-dire que et c'est pas du tout la même chose non plus de faire une fellation, pour lui faire plaisir ou alors, mécaniquement jusqu'à son souvent j'ai des femmes qui me disent: «En fait, la fellation, j'aime pas, ça me fait mal à la mâchoire». Mmh. Je fais: Ouais, «Mais ou j'ai des haut le pourquoi?» cœur, ou j'ai Ou j'ai des des haut le ouais. cœur, mais ça veut si on a mal à la mâchoire, si on a des hauts le cœur, ça veut dire qu'on n'est pas du tout en train de faire ce dont notre corps a envie de faire avec ce pénis à cet instant. Ça veut dire qu'on le fait en mode porno, en essayant de faire un truc auquel on pense que lui s'attend, parce que la société nous dit, le porno nous dit, et ci et ça nous dit et du coup, encore une fois, on n'est pas en train de le faire pour nous. Une fellation faite pour mon propre plaisir, c'est tout, c'est des petits bisous, c'est je prends le temps de sentir sa peau, c'est pas ça a rien à voir en fait. Et d'ailleurs j'ai, récemment je fais des appels de groupe avec la formation en ligne que j'ai et une des femmes me disait que suite à un des exercices dans la formation, elle a découvert le plaisir dans la fellation pour la première fois et en fait, c'est là où elle détestait ça avant. Suite à cet exercice, elle a passé une demi heure à le sucer et elle avait l'impression d'être un bébé qui suçait une tétine en fait et elle était juste, enfin il y avait quelque chose comme si elle était en transe, il y avait quelque chose de doux et de réconfortant à sucer ce sexe et elle le faisait vraiment pour elle et elle a découvert un plaisir et une intimité incroyable avec son partenaire. Alors ça me parle et je me dis en même temps, celles qui nous écoutent et qui ont vu le titre, la libido qui s'est carapatée, peut-être qu'elles sont en train de se dire: «Mais c'est tellement à 40 kilomètres de moi», voire à des années réelles, c'est-à-dire, depuis combien de temps ça n'a pas pu arriver, tu vois? Mmh mh. C'est quoi justement ce chemin pour revenir à soi? Je dirais, c'est quand on considère voilà, si on se met dans la position de quelqu'un, bah, il y a une femme, il y a quelques jours en cercle, qui disait: «Ça fait 3 ans qu'avec mon conjoint, rien, mais rien du tout. C'est on se couche dans le même lit, on a encore ce consensus de dire, on est dans le même lit, on se fait un petit bisou avant de se coucher et c'est tout».
Tu vois? Donc quand on est là, il y a quelque part quelque chose qu'on a déshabitué aussi. C'est-à-dire qu'il y a même plus de recherche, il y a même plus de tentatives de part et d'autre. Comment on fait? Et déjà, est-ce que c'est possible après 3 ans? Oui, c'est D'accord. possible Non mais après je 10. non mais je pense que c'est important de se le dire aussi parce que Ouais. parfois on a l'impression qu'il y a peut-être une date de péremption, un truc qui fait que ça sera plus possible, Non, donc tu dis: «C'est possible» et c'est certain. quel est le chemin? J'ai entendu revenir à soi, mais tu vois, peut-être dis-nous un peu plus sur le début du Ouais, chemin. bien sûr, c'est une très pertinente question. Bah, déjà, le fait de se poser la question, le fait de dire, «Mais en fait, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que c'est comme ça, est-ce que ça pourrait être différemment?» Parce que si elle t'en a parlé, c'est qu'il y a un truc à l'intérieur d'elle qui dit: «C'est plus OK, en fait». Et déjà, cette prise de conscience-là permet de faire quelque chose. Ouais, mais alors on va aller jusqu'au bout, parce que comme vous ne Oui. savez pas qui c'est, je peux y aller. Elle en a parlé en disant: «Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que je vais voir ailleurs?» Mmh. Donc voilà, c'était effectivement oui, il y a une souffrance, mais du coup, cette souffrance, l'idée de la solution était vers l'extérieur, tu vois? C'est ça, c'est l'idée de la première solution. Mais ça veut dire que ton cerveau est déjà passé en mode: «Je cherche des solutions» et il y a pas de solution magique d'une certaine manière, mais c'est toujours possible et c'est-à-dire que la question, c'est aussi, bah, pourquoi est-ce qu'elle a arrêté de faire l'amour avec son mari? Peut-être qu'elle a pas envie de lui, peut-être qu'elle a envie de lui, mais la sexualité ne lui convient pas. Donc il y a aussi se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé que ça fait 3 ans? Et si elle a envie d'aller voir ailleurs, c'est qu'est-ce qu'elle cherche en fait d'aller voir ailleurs? Si c'est, de l'excitation, de tout ça, de se sentir désirée à nouveau, ça on peut le recréer dans le couple. Si c'est juste qu'elle en a vraiment marre de ce couple-là, ça pose une autre question. Non, Mais mais c'est c'est pas super de le celle-là. poser, Ouais, c'est quand même super de le poser, parce qu'il y a une vraie ouais, question à se poser du coup. C'est ouais, de quoi j'ai envie? En fait, tu reviens à ce que tu nous disais dès le début, ouais, c'est de quoi j'ai profondément envie là maintenant c'est ça. et Et moi, la première question que je pose à quelqu'un qui n'a aucun désir, c'est: «De quoi tu as envie?» Et ça peut paraître paradoxal. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin dans l'exemple, j'ai eu cette semaine une séance avec une femme qui, globalement, n'a vécu la sexualité que sous forme d'abus. Elle a 40 ans aujourd'hui et que ça a été dans ses premières expériences sexuelles ou dans la sexualité avec son mari, vu qu'elle a divorcé aujourd'hui. Globalement, ça a pas été chouette. Et aujourd'hui, elle me dit: «Mais en fait, je n'arrive même pas à imaginer une sexualité qui puisse être bonne pour moi». Et elle vient me voir parce qu'elle aimerait bien peut-être rencontrer quelqu'un, mais elle a peur de la sexualité, de ce qui va se passer, que du coup, elle ne puisse pas avoir un couple si elle ne délivre pas oui. Donc c'est un peu ça sa motivation. C'était ça sa motivation initiale pour venir me voir, de se dire: «Qu'est-ce qu'on peut faire?» Mais aussi une partie d'elle qui a envie de quand même découvrir le plaisir et la joie. Et même si, c'est pas votre cas, vous, en écoutant, d'avoir eu ce parcours aussi traumatique, il y a quand même ce pour moi, le mécanisme est le même. Si on n'a pas vécu une sexualité pleinement épanouissante qui fait que du coup, elle a pu s'éteindre, parfois c'est difficile d'imaginer créer avec ce partenaire avec qui on est depuis 20 ans un truc épanouissant. On peut même pas l'imaginer. Et du coup, quand cette femme me dit, «Je peux pas imaginer une sexualité épanouissante», ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de fermer les yeux et je lui ai demandé d'imaginer une caresse qui pourrait être agréable pour son corps. Et donc elle a pris un temps et elle m'a décrit une caresse très légère dans le cou, dans la nuque. Et donc j'ai dit: «OK, imagine cette caresse, profites-en, sens ce que ça fait dans ton corps. Et après, qu'est-ce qui pourrait se passer qui serait bon aussi?» Elle m'a décrit qu'il pourrait, s'allonger contre elle, elle sentirait sa peau contre son dos. Et puis après, qu'est-ce qui pourrait se passer? «Ah bah, il pourrait caresser mes cheveux et mon visage et embrasser mon visage. C'est vrai que ça serait bon. Et qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre?» Et en fait, elle avait plein d'idées, de trucs qui seraient vraiment bons pour son corps. Mais elle s'autorisait pas à l'imaginer parce que ça avait pas été son expérience. Et du coup, pour toutes les femmes ou les hommes qui sont en couple depuis longtemps et où la sexualité est devenue un peu, stagnante ou pas très épanouissante, en fait, on a du mal à s'autoriser à rêver de ce dont on aurait vraiment envie dans ce couple-là. Et en fait, au final, c'est pas si loin le pas entre ça fait 3 ans qu'on a rien fait et on recrée une sexualité épanouissante. Parce que souvent, quand ça fait 3 ans, bah, en fait, même si ça semble être un pas de géant, souvent les 2 ont quand même envie de reconnecter. Même s'il y a des obstacles sur le passage, c'est sûr que ça demande de faire un pas, qui peut être terrifiant. Mais c'est pas non plus: «Bah, viens ce soir on couche ensemble». C'est pour ça que moi, je pense que c'est fondamental d'avoir un accompagnement. Et aujourd'hui, déjà en France, c'est dur d'aller voir un thérapeute, parce qu'on a plein de stigmas autour de, si on va voir un thérapeute, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est grave, c'est qu'on est fou, c'est qu'on n'y arrive pas tout seul. Cette idée qu'il faudrait faire tout seul, mon Dieu. Mais encore plus un thérapeute pour le sexe, oh my god! c'est clair, moi j'ai l'impression que ça serait un peu, tu sais, l'ultime, le truc que tu fais tout à la fin de la fin de la fin où il a fallu tirer, C'est le ça. conjoint ou la conjointe. D'ailleurs, En c'est pas fait, toujours l'homme qui est le plus résistant là-dessus, mais il faut tirer ouais. l'autre, tu sais, vers ce cabinet et espérer qu'il soit là et Et en qu'il veuille fait, bien c'est parler, quoi. pas du tout ça. Moi, j'ai plein de couples qui viennent me voir au début de leur couple, et Ah ouais? qui ont envie de créer des belles bases, tout ça. Bah, c'est pareil, ma formation en ligne, il y a plein de gens qui le font pour aller plus loin parce qu'ils ont envie de découvrir ensemble, parce qu'ils ont envie et je pense vraiment que tout être humain devrait avoir la chance un jour, le privilège un jour de suivre une thérapie pour pouvoir démêler ce qui se passe dans notre tête, dans notre couple, aller encore plus loin, que tout le monde devrait avoir cette expérience-là. Mmh. Et mais je pense que surtout, si ça fait 3 ans, si c'est compliqué, avoir une personne tierce, ça peut vraiment aider. Une personne tierce ou un programme, donc une formation en ligne, la mienne, celle de quelqu'un d'autre, quelque chose, on s'en fout en fait, mais un cadre en fait. Ce que ça permet, c'est un cadre et ça permet de faire différemment. Parce que si ça fait 3 ans, il y a personne qui se dit: «Viens, j'ai envie de réappuyer sur le même bouton que celui qu'on faisait avant et en fait, refaire la sexualité». Parce que si ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait l'amour, c'est que la sexualité elle est vraiment pas nourrissante. Mmh. C'est que ça fait déjà un bon moment qu'on fait l'amour de manière probablement un peu mécanique, probablement, ouais, pas très connectée, pas riche et qu'on a pas du tout envie de retourner à ça. Du coup, l'option s'il y a que 2 options et que l'option c'est se soumettre à une sexualité pas plaisante ou refuser la sexualité, moi je suis d'accord qu'on choisit la deuxième. Mais il y a pas que 2 options en fait et donc l'idée, c'est de faire quelque chose de différent. Et Alors comment donc on amène ce su ouais, vas-y, excuse-moi, je pensais que tu avais fini ta phrase et donc? oui, non, et donc faire quelque chose de différent, c'était la fin de ma phrase. Tout va bien. Comment on amène ce sujet-là, dans un couple où alors je vais essayer de poser les mots qui me viennent, où il peut y avoir eu un mensonge de base. Le mensonge, très répandu. Encore ce matin, j'entendais, je sais plus quel humoriste qui disait, ou c'était une chanson d'un ancien humoriste, je crois, qui disait que 95 des femmes s'emmerdent en baisant, quelque chose comme ça. Et voilà, il y a cette espèce de mensonge. Moi, je m'en amuse un peu parfois, j'avoue, quand je suis en cocktail, venez pas me voir si vous êtes avec votre conjoint, parce que c'est un truc qui m'éclate. J'adore dire: «Non, mais on est d'accord, on a tous simulé à un moment ou à un autre», et toutes celles qui sont pas en couple disent: «Bah ouais», et toutes les autres disent: «Il est à côté, je vais rien dire». Et j'adore parce que voilà, il y a quand même ce mensonge, sociétal qui fait qu'on n'a pas envie, je vais dire les choses jusqu'au bout, de leur couper la chic parce que Mmh mh. peut-être qu'on est des moi, j'ai eu l'expérience toute jeune d'essayer de dire à mon conjoint: «Ça me va pas, j'ai pas de plaisir», et le pauvre, ça l'a complètement cassé, du coup, je savais plus comment gérer le truc. Tu vois? Et je pense qu'il y a ce côté un petit peu, voilà, il peut y avoir eu un vrai mensonge de couple où on a pu faire croire que tout allait bien.
Et donc, comment on réinsuffle l'idée d'un changement possible sans lui couper la chic? Ouais. Je pose les mots comme ça, mais peut-être que je te laisse derrière, dis-moi, hein, si c'est pas Non, important. non, non, c'est la question qu'après, 99 des femmes, se posent parce qu'on a vraiment ce truc de en tant que femme, on apprend à dire: «Ah oui chérie, c'est tellement bon», alors que nous on fait la liste des courses dans la tête, enfin bref. Ouais, ou alors: «Oh bah, ça a pas été topissime, mais t'inquiète pas, j'ai pris du plaisir», enfin, tu vois, un truc un peu Ouais, comme ça qui rassure, quoi, tu vois? ouais, C'est pas forcément qu'on a fait semblant d'avoir l'orgasme du siècle, mais voilà, on a appris à rassurer. bien sûr. On a appris à rassurer et de toute manière, c'est un sujet délicat à amener, la sexualité, la question du changement et je pense que dans la sexualité qu'il y ait eu ce mensonge-là ou pas, on a tendance à vraiment se prendre la tête et à que ça soit un sujet grave. Mais en fait, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de chances que ça marche pas ou qu'on rencontre un mur si on dit: «Mon chéri, là, ça va pas du tout la manière dont on fait l'amour, viens voir un sexothérapeute avec moi». Ça donne pas du tout envie en fait, et que qu'on soit un homme ou une femme, hein, si notre partenaire vient et nous dit, «Chérie, j'aime pas la manière dont on fait l'amour, viens voir un sexothérapeute avec moi». Enfin, je sais pas comment tu te sens Gaëlle, si ton partenaire te dit ça, Je sais ça pas fait très mal bien, j'avoue. ouais, ça fait mal au cœur quoi, on Ouais, n'a c'est ça. pas alors que ça a pas besoin d'être comme ça en fait. Et justement, si on a eu ce mensonge, ils pensent qu'on aime le sexe et c'est pas du tout la même proposition de dire: «Ça va pas, viens on fait quelque chose de différent». Ou de partir parce que ça va pas, c'est une, complaint, enfin c'est une, Mmh. «Ah On pourquoi se j'ai plaint, plus» ouais, ouais, on c'est se une plainte, une plainte, c'est merci. ça. D'un coup j'ai eu un bug, bug anglais-français. C'est une plainte, c'est une frustration. Ça va pas, je veux que ça change. Mais dire ce qui ne nous va pas, ne dit pas là où on veut aller. Et c'est beaucoup plus efficace de dire: «Chérie, j'ai envie de découvrir des nouvelles choses dans la sexualité avec toi. Chérie, j'aimerais qu'on apprenne à être encore plus connectés dans la sexualité ensemble, pour me sentir encore plus proche de toi et lever mes propres blocages pour pouvoir mieux te rencontrer. Chérie, est-ce que tu veux bien faire une expérience avec moi?» Parce qu'au final, là, non seulement ça part de notre désir, donc à l'intérieur de nous, c'est mieux, parce que ça part de notre désir et en plus, heu, au final, rares quand même sont les hommes ou les femmes qui refusent cette proposition-là parce que, bah, on a envie en fait, d'explorer des choses avec la personne qu'on aime, on a envie de tout ça. Alors peut-être que ça peut venir activer des peurs, des insécurités, tout ça, oui, mais la proposition, je pense que tu m'accorderas Gaëlle, est quand même vachement plus agréable. En tout cas, elle paraît plus facile à réaliser et effectivement, si je me suis mise dans cette position en disant: «Bah, si on me dit ça, ah bah oui, ça fait pas le même effet que, bon, ça a pas été jusque là». Ouais, Non, clairement, ça me parle de dire: «OK, j'ai envie», enfin, tu as envie de ouais, quelque chose d'autre et pourquoi pas ouais. l'explorer ensemble. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a plein de ressources et c'est même pas dire si aller chez un thérapeute, ça semble être une trop grosse étape. Il y a plein de ressources en ligne. Il y a plein aujourd'hui, il y a plein de trucs en fait. Il y a plein, plein, plein de trucs. Il y a des livres, il y a des stages, il y a des formations, il y a des instagrammeuses, il y a des youtubeurs, il y a des youtubeuses. Enfin, il y a un peu tout et n'importe quoi quand même. C'est ça. Choisissez vos sujets, choisissez vos personnes. Mais il y a plein de ressources en fait et on peut commencer par introduire quelque chose. Après, quand on repart, donc après 3 ans par exemple, pour revenir sur ton exemple, moi j'aime bien commencer petit et une chose que j'aime beaucoup, c'est les minuteurs et c'est de Hop, dire pour les autres, tu veux dire, comme enfin? celui pour les œufs D'accord. et donc au lieu de se faire un œuf à la coque, on se fait des bisous et dire en fait: «Eh bien, et si on faisait pendant 3 minutes un minuteur et on s'embrasse?» Et c'est pas rien 3 minutes, quart d'heure, parce que dans un couple installé, ça fait longtemps qu'on n'a pas forcément fait des bisous pendant 3 minutes, sans se Ouais. poser de questions. Et justement. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on fait pas de bisous pendant 3 minutes sans se poser de questions. Par contre, on s'attend à avoir un coït, mensuel ou hebdomadaire, qui lui dure, 15-30 minutes. C'est vrai. Mais entre temps, il y a pas de bisous. Moi, j'ai plein de couples qui me disent que en fait, la tendresse a déserté le couple. J'en parlais avec un homme il y a pas très longtemps qui me disait un truc de fou, je la vois, embrasser nos enfants, Mmh faire des câlins à nos enfants et quelque part, je suis jaloux de ça. Alors Ouais, pas jaloux de l'amour qu'ils se portent, mais de cette tendresse complètement, qu'elle leur donne et qu'elle me donne plus à moi, en fait. complètement. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles la tendresse disparaît dans le couple, c'est que souvent, un geste de tendresse est interprété comme une invitation sexuelle. Et du coup, la moindre caresse, le moindre baiser, est interprété surtout par les femmes comme: «Ah, il tape à la porte, il veut que je lui fasse une fellation, il veut jouir, il veut ci, il veut ça». Et du coup, on a l'impression que si on accepte le baiser, si on accepte le câlin, si on accepte, quoi que ce soit en fait, on a signé un contrat implicite encore une fois, d'aller jusqu'au bout Mmh. et de lui devoir quelque chose. Et alors on fait comment pour le déchirer ce contrat? On en parle, on en parle. On peut dire et souvent les hommes sont comme tu l'as dit, c'est lui à qui ça manquait tous ces gestes de tendresse. Et on a aussi cette idée que c'est les femmes qui ont besoin de tendresse alors que pas du tout, les 2 ont besoin de tendresse. Et souvent quand il y a des hommes seuls qui viennent me voir, c'est souvent des hommes qui sont dans cette situation-là, Mmh. qui sont vraiment en grande souffrance de tendresse dans leur couple et qui me disent: «Mais en fait, je me souviens, j'avais fait une méditation guidée à un homme seul qui était venu me voir pour reconnecter à ce qu'il voulait dans la sexualité» et en fait, il me racontait: «Mais en fait, j'ai envie qu'elle embrasse mon épaule. Mmh. J'ai envie de lui caresser le dos quand elle fait la vaisselle, mais je ne peux pas, c'est impossible dans notre couple» et Mais c'était c'est la ça teneur qui de me l'échange que manquait. j'ai eu avec cet homme. C'était vraiment ça. Il me disait: «Mais enfin, oui, la sexualité a déserté depuis longtemps, mais à la limite, c'est pas de ça dont j'ai le plus besoin». Ouais. Et ce qui est fou, c'est que c'est ça qui alimente aussi la sexualité. Parce que, se comporter comme des inconnus et puis d'un coup, pénétrer, enfin, Mmh. c'est aberrant en fait et pourtant c'est ça à ce à quoi on s'attend que ça devrait ressembler, qui doit se passer, bref. Donc ça veut Et dire qu'on donc se pose ensemble et puis on se dit: «Voilà, j'aimerais revenir dans la tendresse avec toi» ouais, et que ça soit les premiers pas peut-être vers quelque chose, mais je ne sais pas. ouais, Et cette tendresse aujourd'hui pour moi, elle est liée à un contrat et ce contrat, est-ce qu'on pourrait le déchirer ensemble pour que justement je puisse revenir vers toi? Est-ce que c'est ça qu'on pose ou est-ce que c'est ouais, autrement? ouais, de cette manière-là avec nos propres mots, se Mmh. dire en fait, «J'aime t'embrasser, mais dès que je t'embrasse, je me dis que toi tu veux autre chose tout de suite derrière et du coup je bloque». Et ce que j'aime beaucoup, c'est proposer de faire des expériences et donc de dire en fait: «Est-ce que tu veux bien qu'on fasse l'expérience pendant une semaine ou pendant 2 semaines, pouvoir avoir des gestes de tendresse sans que ça mène à du sexe juste après?» Un peu là, on fait le contrat pendant 2 semaines que justement on n'ira pas. C'est C'est ça? ça, On n'ira pas dans la suite. Donc à la limite, ça peut même générer de c'est la ça. frustration même chez nous. On se dit parce que ça peut C'est réveiller un génial. truc chez nous, tu vois? Et c'est top et cette frustration peut être hyper intéressante, je pense, pour Ouais. la suite. Complètement. Parce que du coup ça permet aussi de comprendre tout plein de mécanismes et de ramener de la tendresse, et puis de surtout lâcher le sentiment d'obligation. Et souvent, dès que le sentiment d'obligation est lâché, en fait, on se découvre un désir à l'intérieur dont on n'aurait pas soupçonné l'existence. Parce que tant qu'on est obligé, il y a pas désir, c'est pas possible en fait. Mmh. Ouais, ça me parle beaucoup, ça. Même j'ai envie de dire, dès qu'on est interdit, puisqu'on s'est mis ce jeu-là, parce que ça j'ai testé, bah, du coup d'un seul coup le désir se réenflamme parce que quelque part justement non seulement il y a pas l'obligation, mais en plus il y a même une zone de frustration qui fait naître, bah, l'imaginaire, ce que tu nous disais au début, Mmh. l'imaginaire de quelque chose d'autre qui peut se Ouais. j'ai envie de te poser une question là Margot, c'est, Mmh mh. quelque part on est pour nombre d'entre nous, des parents aussi et je me dis que ces injonctions, ces contrats tacites et cetera sont peut-être venus d'une forme d'éducation, on en parlait, c'est de Mmh. société. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour ne pas transmettre ça à nos enfants?
parce qu'on parle beaucoup de consentement, mais j'ai l'impression que c'est très intellectuel et que le contrat, il passe un peu en dessous, tu vois? Enfin, je sais pas comment dire. Tu vois, tu as le mental est safe et puis on entend parler les jeunes et on se rend bien compte qu'eux-mêmes, actuellement, ils l'ont intégré ce contrat-là. Ouais. Bah, la chose la plus importante, c'est de guérir ses propres blessures intérieures et de faire le chemin pour faire en sorte que notre couple soit épanoui, soit doux, soit riche. Parce que les enfants, si une chose est certaine, c'est qu'ils fonctionnent beaucoup plus par modélisation que par, ce que les parents disent, en fait. Et et si on n'a pas réparé nos blessures intérieures, j'ai beaucoup, de personnes qui viennent me voir en parlant justement d'éducation qu'ils ont reçue, beaucoup de femmes. Je pense par exemple à une femme dont la mère a été abusée, a été violée pendant qu'elle était enceinte d'elle et qui n'a jamais fait quoi que ce soit et qui a toujours et du coup qui lui a aussi répété toute sa vie: «Les hommes, c'est dangereux». Et du coup, aujourd'hui, les hommes, c'est dangereux, c'est une vraie question à se poser. Et moi, je me demande, mais en fait, qu'est-ce qui aurait été différent dans la vie de cette femme si sa mère avait fait une thérapie suite à cet abus sexuel? Avait guéri en elle la peur des hommes. Et c'est pareil, par exemple, la femme tout à l'heure qui avait du mal à imaginer une sexualité, douce, qui avait même du mal à contacter son propre corps, je l'ai invitée dans un premier temps à se faire des massages sur la nuque tous les soirs, juste pour toucher son corps, pas toucher son sexe, on n'en était pas encore là. Et en fait, elle a découvert qu'elle pouvait toucher son propre corps et que c'était OK, que c'était agréable. Et elle est même allée plus loin, elle a 2 enfants. Et en fait, elle a enseigné à ses enfants à se faire des automassages avec de la crème. Et j'ai trouvé ça génial, vraiment juste des épaules. Et du coup, elle s'est dit: «Je veux pas transmettre à mes enfants la honte du corps, de tout ça». Et elle m'a dit: «Mais merci, parce que ça me serait jamais venu à l'esprit d'avoir cette conversation avec mes enfants, si j'avais pas moi-même, en fait, m'étais autorisée à toucher mon corps». Pareil, je pense à une autre femme pour qui la sexualité était assez bloquée avec, son partenaire, qui se sentait souvent obligée et tout ça, et qui, dans ma formation, ont découvert l'exercice de négociation pour pas faire des compromis. Je déteste les compromis, on va pas en parler aujourd'hui, mais pas faire des Les compromis compromis, pour c'est les 2 se soumettre. rabattent, en fait, c'est Ouais, ça, c'est en ça, les gros. 2 se rabattent et c'est non, on a besoin de trouver la créativité à la place. Et du coup, dans l'exercice qu'elle a fait, elle a découvert comment négocier pour que chacun ait 100 de ce qu'il veut. Et elle m'a dit: «Bah, en fait, j'ai appris ça à mes enfants et ça fait une semaine qu'avec mes enfants, on fait des négociations sur aller au parc, sur, manger une glace, sur la télé», et qu'elle m'a dit: «Mais en fait, on s'amuse comme des fous à négocier». Et c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que c'est les choses que nous, on va vivre dans notre sexualité, dans ça. Pour moi, la sexualité et la vie, c'est la même chose, en fait. Et Bah, c'est déjà, il y quelque aurait chose. pas de vie sans sexualité, hein, à un C'est moment, faut ça, se le dire. c'est ça. Mais c'est pareil, tu vois, la question du consentement, si on n'arrive pas à dire non à, faire un truc pour un ami, à faire ci, à faire ça, à ne pas, enfin voilà, ça va être vachement plus dur dans la sexualité, là où on est nus, où il y a tellement d'attentes, de tabous, de trucs. Oh! Enfin, c'est vraiment, compliqué. Donc on peut presque s'entraîner dans notre quotidien à C'est pas poser des presque, noms, on peut, c'est ouais. vraiment, poser des noms, négocier, qu'est-ce que je veux? Pour moi, c'est entraîner le muscle vraiment du désir, du demander, de l'exprimer, d'être connecté à soi, tout ça. Mmh. Moi, ce que j'entends dans ce que tu nous transmets, c'est vraiment de revenir à cette attente de plaisir Ouais. qui crée j'ai découvert là, à l'instant avec toi, cette définition, tu vois? Je crois que tu me l'avais déjà dite, mais je l'ai redécouverte. Je sais pas comment dire, c'est comme si elle était bah, voilà, c'est comme ça. Parfois, il y a des choses, on a besoin de les entendre plusieurs fois pour pouvoir les intégrer et donc revenir à ça et du coup, c'est ça dans tous les pans de notre vie et donc ça peut, revenir justement sur la sexualité au fur et à mesure, mais on peut le commencer à l'intégrer un petit peu dans tous les pans de notre vie Complètement. et ce que j'entends aussi, c'est que, si on espère, ne pas transmettre, les éléments qu'on a pu intégrer, ça sera pas en disant à nos enfants de faire le contraire de ce que nous on fait, ça sera en revenant à soi. Ouais, exactement. Jusqu'à quel âge ça vaut la peine de le faire ce chemin? Ah bah, jusqu'à enfin à tous les âges, hein, vraiment à tous les âges. J'ai une femme de 64 ans qui vient d'entrer en travail avec moi. Je crois que la personne la plus âgée de la compagnie avait 72. Et eux, ça faisait 10 ans qu'ils avaient pas fait l'amour. Et tu vas pas me dire: «C'est bien sûr, mais ça a fonctionné?» Bien sûr, Non, mais je suis sûre que vous vous posez la question vous aussi derrière votre écran. bien sûr. Et d'ailleurs, ça amène au sujet dont je sais pas combien de temps il me reste, mais je voudrais vraiment Vas-y. parler de toute cette question autour des hormones, de la ménopause, de l'âge, parce que le désir, c'est souvent associé, bah, aussi, enfin, il y a quand même, c'est certain, il y a une composante hormonale. C'est certain qu'être sous contraception hormonale, prendre la pilule, ça peut tout couper. C'est vrai. C'est certain que la ménopause, ça peut aussi tout couper. C'est certain que la grossesse, ou juste après une grossesse, ou juste après il y a un deuil, ou juste après un choc, il peut y avoir plein de choses qui, au niveau du corps, viennent tout couper. On peut avoir une maladie hypothyroïdienne, on peut avoir plein de trucs, en fait, qui font que notre corps a du mal à suivre. Mais ce sur quoi moi j'ai envie d'insister, c'est que c'est pas parce que notre corps subit un changement que ça veut dire qu'on n'a plus de désir. Ça veut dire que le désir change. Et en fait, on a l'habitude, ce que j'ai commencé à dire au tout début, on a l'habitude que le désir, ça soit un truc en particulier. C'est-à-dire, ah, je détecte le désir à l'intérieur de moi parce que le désir, ça ressemble à ça. Les sensations de plaisir sexuel, ça ressemble à ça. Et on se dit que le désir, ça doit être sexy, ça doit être Mmh. enfin, tu vois, il y a un truc où c'est chaud, c'est sexy, et en fait, si c'est pas ça, c'est pas du désir. Mmh. Mais en Ouais, fait, par le exemple, si je désir, peux donner un exemple, si on a associé le désir à la sensation un peu de contraction au niveau du clitoris, ouais, enfin, ce truc qui complètement. pétille un petit peu à l'intérieur, si on l'associe à ça, c'est vrai que du coup, on ne voit que par ça, c'est ça que tu es en train de nous dire. Ouais, Ou complètement. d'autres sensations, du coup, recherchez les vôtres, hein, je voulais donner un Ouais. exemple, mais d'accord. Complètement, complètement. C'est-à-dire si on s'attend à ce que le désir, ce soit un truc en particulier et que bah, ce bouton-là ne soit pas activé. Mais par exemple, je sais pas, on est en pleine grossesse, on a de la nausée tout le temps, on vomit, enfin, c'est pas le moment où on est le plus chaude en fait, pour ce type de sexualité-là. Par contre, c'est certain qu'il y aurait des types de sexualité, peut-être plus doux, peut-être avec un massage du sexe, peut-être quelque chose, pas au moment où on vomit, je vous l'accorde, mais qui vont faire du bien en fait. Mmh. Donc c'est aussi déconditionner l'idée que le désir c'est quelque chose en particulier et que la sexualité c'est quelque chose en particulier, ça peut prendre plein de formes différentes. Mais surtout quand il y a un changement dans notre corps. En fait, si on a l'habitude d'une certaine formule, et que d'un coup notre corps change, comme on ne sait fonctionner que par formule, bah, la formule elle s'applique plus. Et du coup, on sait plus quoi faire. Et c'est là où mon approche du désir et de la sexualité, c'est plutôt que de fonctionner par formule, où par exemple, aujourd'hui, on peut trouver plein de techniques. Il y a le Kama Sutra, il y a la technique du plongée, il y a ci, il y a ça. Mais en fait, une technique, les techniques, ça marche pour les maths, mais ça marche pas pour le corps des femmes. En plus, c'est différent chaque jour du cycle menstruel. C'est ce qui Donc, désarme beaucoup nos partenaires d'ailleurs, c'est qui ça, disent: «Mais ça c'est ça. marchait hier!» Donc, non seulement c'est différent tous les jours, mais en plus, c'est différent. Bah voilà, il y a la ménopause qui arrive, tout le corps est fondamentalement différent. Il y a une grossesse, il y a un truc qui arrive, une maladie, quelque chose. On est différente. Si on a que nos techniques, ça va pas marcher. Par contre, si on apprend à écouter notre corps, si on apprend à nourrir notre corps de ce dont il a vraiment envie et besoin à cet instant-là, on va pas faire face à cette baisse de libido de la ménopause ou de la grossesse ou de je ne sais pas quoi. Parce qu'en fait, on aura la capacité de s'adapter. Et la sexualité va changer. Elle va pas ressembler à ce à quoi on s'attend à ce qu'elle ressemble, mais elle en sera pas moins bien. Il y a plein de femmes qui, justement, découvrent leur sexualité à 50 ans.
parce que le modèle sur lequel elles s'attendent à ce que ça fonctionne ne fonctionne plus. Du coup, elles sont obligées de chercher autre chose. Il s'avère que ce autre chose, bah, c'est mieux. Est-ce que ça voudrait dire que ce désert que sont en train peut-être de traverser qui est en train peut-être de traverser la personne qui nous regarde, quoi, toi qui nous regarde, ça pourrait être une chance? Mais complètement. Et d'ailleurs, quand des couples viennent me voir ou des célibataires viennent me voir en me disant: «Moi, j'ai plus de libido», souvent ma réponse, elle les surprend. Je dis: «Parfait». Je dis: «Génial. Enfin, votre corps a arrêté d'accepter de se soumettre à une sexualité qui ne lui convenait pas». Waouh, ça c'est du message super puissant quand même. Mmh. Donc c'est une chance pour renouer avec quelque chose, pour réinventer ce qui se passe. On a vu un petit peu les moyens de dialoguer, les moyens d'arriver et cetera. Heu, Est-ce que ce dialogue, il est vraiment possible dans tous les couples? Je pense qu'il est possible dans tous les couples qui ont envie de rester ensemble. J'adore cette réponse. Merci beaucoup Margot, effectivement on a waouh, j'aurais tellement aimé continuer à t'interviewer, mais je pense qu'on a déjà planté pas mal de graines. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'essentiel pour toi qu'on n'a pas abordé? Du coup, cette question que tu viens de me poser me fait penser à cette idée de, différence de désir, d'incompatibilité sexuelle et moi, je pense que ça n'existe pas cette idée-là. Je pense que si on a l'impression justement on n'a plus de désir parce que, on veut des choses trop différentes, c'est simplement qu'on n'a pas appris à se rencontrer Mmh. et la rencontre, ça part en fait, je veux bien faire ce chemin avec toi. Je suis curieux, j'ai envie et c'est pas je pense, mais je sais que c'est toujours possible de se rencontrer. À partir du moment où la personne veut bien, heu, apprendre le langage de l'autre, qu'on peut bien apprendre le langage de notre partenaire aussi. Et du coup, on découvre quelque chose d'encore plus riche. Mais voilà, je sais que fondamentalement, c'est toujours possible de ramener du désir et j'ai envie de laisser peut-être toutes les participantes et participants qui viennent de nous écouter avec cette idée, avec cette invitation à vous-même vous poser la question, comme je l'ai fait tout à l'heure, je racontais avec la personne qui avait du mal à imaginer une sexualité épanouissante. Là, maintenant, vous avez terminé cette conférence. Prenez 5 minutes pour réfléchir, pour vous laisser rêver, pour écrire. Si votre sexualité pouvait être exactement comme vous en rêveriez, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler? De quoi est-ce que vous auriez envie si vous pouviez tout avoir? Si vous aviez le droit à autant d'amour, à autant de tendresse, à autant de jouissance? De quoi est-ce que vous avez envie? Et à partir du moment où vous vous autorisez ça à l'intérieur de vous, le chemin a déjà commencé. Parce que souvent, on a l'impression que c'est trop demandé, mais le grand drame dans notre société, dans notre sexualité, c'est pas qu'on veut trop, c'est souvent qu'on veut pas assez. Donc voilà, le message, c'est autorisez-vous à désirer et commencez à partir de là, sur ce que vous voulez, pour ramener votre propre désir au centre de la conversation et pas juste en réponse à autrui. Voilà. J'ai envie de dire amen. Merci. Merci beaucoup Margot, vraiment pour Merci tout à ça. toi. Je pense que, certains d'entre nous vont peut-être la regarder plusieurs fois pour reprendre étape par étape ce que tu as pu nous dire. En tout cas, merci. On peut te retrouver Margot, on met bien sûr tous tes réseaux sociaux juste en dessous et puis ton site sur lequel tu proposes une formation en ligne. Un programme en ligne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Bien justement sur sûr. ce programme? Donc j'ai un e-book qui est gratuit que vous pouvez trouver juste en dessous qui s'appelle Un nouveau regard sur votre vie sexuelle et qui vous mènera sur un webinaire dans lequel je parle des 6 conditions d'une vie sexuelle sensationnelle. Mon approche, c'est vraiment, au lieu d'essayer de continuer à se conformer, de changer l'approche, de faire complètement différemment, de changer de regard, de changer d'approche, changer de modèle pour vraiment s'épanouir. Et après, en effet, j'ai une formation en ligne sur 3 mois, mais vous avez accès au contenu à vie, qui s'appelle Créer une vie sexuelle sensationnelle. Et donc, dans cette formation, il y a des vidéos, il y a des PDF, il y a des méditations guidées. Justement, tout à l'heure, je disais se reconnecter à soi. Mais en fait, c'est se reconnecter à ses sensations, à son corps et c'est pas simple de le faire seul. Et en fait, ce que j'adore avec cette formation, c'est que quand je reçois des couples en face à face, je suis pas là dans le lit ou dans l'intimité ou tout ça, tu vois? Et après, il se passe ce qui se passe. Mais avec la formation, en fait, ça permet de poser un cadre dans l'intimité. C'est-à-dire, vous êtes avec votre partenaire ou seul avec vous-même, chez vous, et vous avez l'exercice, l'enregistrement. Et du coup, ça met un cadre. Et j'ai un couple, par exemple, qui avait du mal à se retrouver dans la sexualité. Parce que celui de tout à l'heure, justement, où elle a découvert la fellation et le plaisir dans la fellation, elle était complètement réfractaire à toute sexualité depuis quelques années. Et en fait, dans la formation, parce qu'il y a un cadre tellement délimité, ça crée une sécurité. Et du coup, en ce moment, ils n'ont de sexualité que dans le cadre des exercices de la formation, mais du coup, ils découvrent un truc incroyable. Et en fait, petit à petit, il y a du désir qui se réveille. Et donc, ça permet aussi d'être vraiment dans l'intimité, sans forcément avoir à parler. Mais par contre, il y a des appels de groupe aussi toutes les 2 semaines. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ces appels. C'est souvent chouette. Et c'est chouette aussi de sortir de l'isolement. Parce que là, vous êtes tout seul en fait, derrière votre ordinateur. Et souvent, c'est vraiment difficile de parler de ces sujets-là. Et on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Tu vois, même dans la conversation, Oui. tu m'as dit plusieurs fois, mais est-ce que je suis la seule, Margot, à Mais penser oui, ces choses-là? parce que et pourtant j'ai fait des cercles en quantité, j'en ai beaucoup parlé, c'est un sujet que j'adore aborder parce que je trouve qu'il faut le briser, il faut qu'on se le dise et pourtant, il y a ça et puis en disant ça, je me disais: «Mais en même temps, les gens vont me prendre pour une folle de dire ça comme ça». Enfin, il y a énormément de Ouais, pensées qui me sont venues c'est ça. et tu as raison, on est isolé avec ça, en tout cas on se sent isolé. Exactement. Donc c'est pour ça que j'ai ces appels de groupe pour aussi avoir un accompagnement en direct avec moi et puis aussi entendre en fait ce qui se passe dans la tête des autres. Parce que ça amène tellement, tellement de liberté sur ce sujet-là. Ouais, puis c'est Donc vrai que voilà. parfois on en parle avec les copines, puis alors il y a le regard désespéré d'une des copines qui regarde l'autre en mode: «Oh là là, la pauvre» et tout, et puis alors du coup plus personne n'ose parler. Enfin, Ouais. il y a ces inconforts et là du coup d'être dans un groupe, où tout le monde finalement assume que bon bah voilà, si on est là, c'est qu'il y a un problème et qu'on Et a envie c'est de résoudre. risible. Et c'est pas forcément qu'il y a un problème. Il y a plein de couples aussi qui le font, Oui, pour justement pour améliorer aller cette plus situation. loin, pour améliorer. Il y a des jeunes couples, ce que je trouve fantastique, c'est qu'il y a tous les âges. Je crois que la personne la plus jeune qui l'a fait, c'est un couple, ils ont 23 ans tous les 2 et la plus âgée a 64 ans. Et il y a vraiment de tout, au milieu, il y a des hommes, des femmes, de toutes les orientations sexuelles. Enfin, c'est vraiment génial en fait. Et parce que ce sujet, il nous touche tous en fait et ça permet d'aller plus loin, de découvrir de nouvelles choses et de remettre en place certaines choses qui peut-être ont été perdues en cours de route. Mmh. Moi, ce que je repars quand même avec cette notion que faire ça pour soi, déjà ça peut faire vraiment beaucoup de bien, mais c'est comme si on le faisait quelque part pour l'humanité, en tout cas pour les personnes qui nous suivent, pour s'il y a des enfants ou des gens qui sont Mmh. proches, comme si on réensemençait autre chose dans cette société. Ah mais complètement, Mmh. complètement. Merci D'ailleurs, pour je tout. voulais faire, à la thèse je veux juste dire, quand j'étais à la fac, je voulais faire ma thèse sur la nécessité pour les hommes d'affaires d'avoir une meilleure vie sexuelle. C'est Parce drôle. que je me disais que si on était plus connectés, s'ils étaient plus épanouis et s'ils avaient plus d'intimité, ce serait beaucoup plus difficile pour eux, de faire des deals qui abusent des gens et qui font souffrir la planète parce qu'ils seraient connectés à leurs sensations et à l'impact qu'ils ont sur autrui. Et bon, le sujet n'a pas été accepté par mon directeur de thèse, Moi mais j'adore c'est l'idée vraiment en ça que tout je cas. voulais faire. J'adore l'idée, je me dis ça marcherait pour hommes comme pour femmes aussi quand on voit celles qui voilà, qui se sentent Ah, ici c'est sûr. à des hauts niveaux clairement, je pense que de revenir à son corps, à son désir, à son plaisir peut nous remettre une forme d'humanité en route quelque part. Merci C'est beaucoup sûr. Margot. Bah, merci Gaëlle de m'avoir reçue dans Sommet et merci à tous d'avoir écouté. J'espère que ça vous a apporté des petites, pépites et soulagements et pistes. J'en suis persuadée. N'hésitez pas du coup à aller cliquer sur tous les liens, à aller télécharger, l'e-book de Margot pour avoir, toutes ces informations et continuer je dirais ce chemin qu'on a fait ensemble. Nous on va se retrouver très vite pour la suite du sommet. Au revoir Margot.
Ah, j'ai oublié de vous le dire. Vous savez, vous pouvez mettre des commentaires juste en dessous. Vous pouvez venir dans le groupe Facebook pour, poser vos questions, témoigner, dire ce que ça vous a fait et cetera. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire parce que partageons, on l'a dit au début, c'est un tabou. Un tabou, en tout cas ma définition à moi, pas celle de Larousse, mais c'est un consensus social de silence. Donc ça veut dire que si on brise le consensus, il y a plus de tabou et on peut en parler librement et j'ai envie de dire que voilà, on peut s'autoriser aussi à poser des mots de façon à se sentir respecté et en sécurité quand on les met dans l'espace public, mais on peut s'autoriser à en poser. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à venir poser vos questions, vos réflexions juste en dessous ici ou dans le groupe Facebook. Merci Margot, au revoir.